C'est bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Comme ça. Et le sujet, c'est le coucher du soleil et la sortie des étoiles, et d'après l'Admorazaken. Maintenant, c'est important pour moi de faire une phase d'introduction. Et je donnais un cours comme ça sur le sujet il y a une semaine, mais c'était dans un autre contexte. Et c'était un Kinous Torah, et on a fait ça d'une façon complètement différente de ce qu'on va faire maintenant. Et là-bas, on a vraiment approfondi. Ce qui m'intéresse ici, plus, ça sera beaucoup plus accessible. Et c'est pas un truc comme ça de limoud où on est obligé de prendre un acamol. Et pour poursuivre, ça va. J'essaie de faire passer surtout des conclusions. Et pour qu'on sache, et, pour que les femmes sachent comme ça, et quand on parle d'un calendrier, à quoi il faut faire attention, mais sans rentrer dans tout le pile-poule. Et ben, je ne savais pas exactement comment faire passer le truc, mais il faut vraiment que ça soit en présentiel, qu'on voit comment les personnes réagissent, parce qu'on peut très très vite les perdre, et comme quand c'est en Zoom, il n'y a aucune chance qu'on puisse faire passer un cours comme ça. Donc là, vraiment, ça sera soft comme ça. S'il y a des personnes hébraïsantes qui veulent en savoir plus, et le cours qu'on a fait, Guido, il y a une semaine, a été filmé. Bon, il n'est pas encore sur YouTube, mais bon, on pourra toujours me demander, puis je passerai le link quand ça sera prêt d'ici une semaine. Et voilà, pour la petite histoire. Donc là, c'est vraiment donner des choses qui sont pratiques. Et on a souvent beaucoup de questions parce que d'un calendrier à l'autre, on voit qu'il y a des différences. Quand on essaie de savoir quand est-ce que c'est l'aube, on voit qu'on nous donne plusieurs chitotes. Alors, qu'est-ce qui correspond à ce dont on a besoin de faire? Pour l'allumage des bougies de Shabbat, on ne sait jamais jusqu'à quand exactement on peut pousser le truc. 20 minutes avant la shkia, 18 minutes, 5 minutes, 30 secondes. Euh, donc, on va essayer comme ça de donner surtout des réponses à des questions pratiques, comme ça. Il y a plusieurs sujets qu'on va aborder. Le premier, c'est l'aube, ce qui s'appelle Hamoud HaShachar. Maintenant, Hamoud HaShachar, quand est-ce qu'on a besoin de cette notion? Hamoud HaShachar, c'est le lever du jour. Alors, on comprend que le lever du jour, par nature, c'est quelque chose qui est difficilement définissable. Parce que si je parle du lever du soleil, ben, le lever du soleil, ok, qu'il commence à pointer l'horizon, je commence à voir le soleil, ok, je peux définir que c'est le lever du soleil. On va revenir là-dessus, parce que même cette définition, elle n'est pas évidente, mais disons, ok, c'est quelque chose, disons, qui est physique et qu'on peut vraiment définir. Mais quand on parle du lever du jour, ouais, lorsque le soleil est sous l'horizon, malgré tout, ben, il va envoyer ses rayons dans l'atmosphère. L'atmosphère, après, elle renvoie les rayons un peu partout. Donc, on voit quand même de la lumière, même si on ne voit pas encore le soleil. Mais quand est-ce que ça commence? Quand le soleil et l'horizon, il est à 1 degré sous l'horizon, ben, déjà, il y a beaucoup de lumière. Quand il est à 6 degrés, il y en a un peu moins, 10 degrés, un peu moins, 18 degrés, encore moins. Mais à partir de quand on commence à dire que c'est le lever du jour? Ouais, à partir de quel niveau de lumière? Et cette question, c'est une question qui est traité de façon indirecte, mais qui est traité au traité de Psachim. Alors, je veux dire, comment ça va rentrer comme ça euh, dans la Sougia. Là-bas, on sait que dans Parashat Va'alotra, il y a marqué que quelqu'un qui est loin d'Yerushalayim, vous savez que la veille de Pessah, il fallait aller au Beth Amikdash pour apporter le Korban Pessah. Mais pour ça, il faut être à Yerushalayim. Maintenant, quelqu'un qui la veille de Pessah. Alors, je vais expliquer d'après le Rambam, parce qu'il y a plusieurs façons d'expliquer. Quelqu'un qui, la veille de Pessah, au lever du soleil, et à une distance telle de Jérusalem que jusqu'à Hatzot, c'est-à-dire jusqu'à midi solaire, et il ne pourra pas arriver en marchant
un rythme moyen, il ne pourra pas arriver à Yerushalayim. Ben, une personne comme ça, ben, il doit faire Pessar Sheni. Maintenant, la Gemara, elle se demande, mais c'est quoi ce rythme moyen? Parce que plus on va vite et plus on peut faire de grandes distances. Et à partir de tout ça, alors il y a toute une sougia comme ça dans le Talmud avec trois avis. Et de là, finalement, on en arrive à définir, selon chacun de ces avis, quelle est l'heure du lever du soleil. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans cette sougia, quoique en soi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça pourrait être un cours en soi, comment on arrive ouais, à ces trois ou quatre chitotes. Alors, c'est un petit peu dommage, je me suis demandé est-ce que je vais rentrer là-dedans ou pas. Mais alors là, je vais vraiment couper le truc et vous dire comme ça. Et que d'après d'après ce passage du traité de Psachim, on arrive en fin de compte à trois conclusions possibles. Et c'est vraiment une marloquette entre nos maîtres les Rishonim, mais aussi dans nos maîtres les Lachonim. D'après une certaine chita, le lever du jour, c'est 72 minutes avant le lever du soleil. C'est pareil, c'est Pardon? D'après une deuxième chita, c'est 90 minutes avant. D'après une troisième chita, c'est 120 minutes avant, c'est-à-dire 2 heures. Et on peut démontrer que d'après le Hadmour Zaken, et ça aussi en soi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, comment le démontrer? On peut démontrer d'après le Hadmour Zaken, c'est aucune de ces trois chitotes. Il a une compréhension du passage là-bas de la Gemara tout à fait spéciale. Et il arrive à la conclusion qu'il s'agit de 96 minutes. Donc, et même ça, en réalité, et c'est une grande marloquette parmi les rabbinim dans Chabad. Comment comprendre le Zaken? Donc, si on parle maintenant du lever du soleil, alors le premier point comme ça que je veux faire passer, c'est qu'il y a un avis selon lequel le lever du jour est 72 minutes avant le lever du soleil, 90 minutes, 96 minutes ou 120 minutes. OK. Maintenant, on pourrait me dire, Dominique, mais à quoi ça nous sert exactement? Je vais vous dire, comme ça, dans la vie courante, à quoi ça nous sert. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle ouais, les petits jeûnes. Alors, il y a comme ça le jeûne de Yom Kippour, qui est de la Torah, et le jeûne de Tisha B'Av, qui est des Chachamim, et du Tanakh déjà, mais qui est très important, qui commence le soir. Mais les autres jeûnes, comme Gdalia, le 10 Tevet, le jeûne d'Esther, le 17 Tammuz, ça, ce sont des jeûnes qui commencent au lever du jour. Alors, c'est important de savoir, quelqu'un qui veut se lever la nuit, ouais, c'est dur pour lui, il a besoin de boire. Ouais. Ben, et jusqu'à quand il peut manger? Ben, il peut manger jusqu'au lever du jour. Mais le lever du jour, c'est quand exactement? Le lever du soleil, ok, on regarde sur un calendrier, et, et c'est quelque chose qui est physiquement très bien défini. Mais alors, le lever du jour. Alors, comme je vous dis, il y en a qui pensent que c'est 72 minutes avant le lever du soleil. 90 minutes, 96 minutes, 120 minutes. Donc déjà, il faut évidemment qu'on trouve Sachita. Alors, dans un premier temps, déjà, je vous dis, les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch et le Rav Ovadia aussi, c'est 72 minutes avant le lever du soleil. Donc ici, par rapport à manger, ben, on peut manger un peu plus, jusqu'à 1h12 avant le lever du soleil, on peut encore manger. D'après les Ashkenazim, la plupart, le Gaon de Vilna, le Rav Tekoczynski dans le Loir qu'il a écrit, c'est 90 minutes. Ce que je vous ai dit, donc, c'est que d'après le Zaken, c'est un peu plus Mahmir, c'est 96 minutes. Et d'après un autre avis, c'est 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Alors là, quand il s'agit de manger, alors c'est vrai que plus le temps est long et plus on est limité. Parce que si je me lève 1h20 avant le lever du soleil, eh ben pour les Sfaradim, je peux manger, mais parce que j'ai jusqu'à 1h12 avant. Et pour les autres chitotes, c'est déjà trop tard. Mais il y a le revers de la médaille. Quand on fait une nuit de limoud, ouais, il y a la nuit comme ça de Hoshana Rabbah qu'on vient de faire, et puis il y a la nuit de Shavuot, Shvi Pessah, etc. Et ben, dans ces nuits de limoud, on doit étudier jusqu'à au moins un Moud HaShachar. Alors là, hein, bon, ben, après une nuit d'études, on a envie d'aller dormir. Mais à partir de quand on peut aller dormir? Alors là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus le temps est grand et plus on peut aller dormir vite et donc plus c'est cool. Donc si on dit que c'est 2 heures, ben 2 heures avant le lever du soleil, je peux déjà aller dormir. Mais si 72 minutes comme les Sfaradim,
Alors, je devrais attendre jusqu'à 72 minutes avant le lever du soleil pour aller dormir. Alors, comme je vous dis, c'est une marloquette. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut savoir hein, qu'il y a une grande marloquette, à savoir quand est l'aube, qui est le lever du jour, avec, je vous ai apporté ici, quatre chitotes. Trois très classiques, 72 minutes, 90 et 120. Une un peu originale, 96 minutes. On peut démontrer que c'est la vie du Rambam, non seulement du Zaken, mais du Rambam aussi. Il y a d'autres chitotes aussi, mais qui sont moins importantes. OK. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est que bon, c'est très simple quand je vous dis comme ça, OK, 72 minutes. Si le lever du soleil, c'est à 6 heures, eh bien, 72 minutes avant, c'est 5 heures moins 12. OK, très bien. Mais c'est pas tout à fait exact. Et ça, c'est le deuxième point que je veux voir avec vous. Parce que comment compter, comment mesurer ces 72 ou 90 ou 96 ou 120 minutes? Là aussi, il y a un grand différent. Si vous regardez le Shulchan Aruch, le Rama, le Magen Avraham, la plupart des grands poskim comme ça, des grands achronim, ils ne rentrent pas tellement dans cette sugia. Et ils nous parlent toujours de 72 minutes. Ils nous disent comme ça 1 heure et un cinquième d'heure. Donc 1 heure, c'est 60 minutes, un cinquième d'heure, c'est 12 minutes. Ok, ça fait 72 minutes. Mais ils ne nous disent pas que c'est quelque chose qui dépend de, du moment dans l'année ou qui dépend de l'endroit où je me trouve. Alors, certains pensent que réellement, ben, à chaque fois, on prend 72 minutes. Ouais. Si le lever du soleil, il est à 6h12, eh ben, jusqu'à 5 heures, je pourrais manger. Si c'est à 6 heures, jusqu'à 5 heures moins 12, etc. Ok. Il y a un deuxième avis, qui est l'avis d'un certain Rav Avram Fimentil, qui était un grand Rav, c'était le Rav de la communauté Sfarad d'Amsterdam il y a quelques centaines d'années. C'est un des grands acronymes. Lui, il pense qu'on va aller d'après ce qui s'appelle des Sha'ot Zmaniot. Alors, c'est quoi des Sha'ot Zmaniot? Ce qu'on appelle Shah Zmanit. Quand on prend les... Vous savez que dans l'année, et vers Pessah et vers Sukkot, on a ce qu'on appelle des Yamim Shavim, on a des jours qui sont... il y a 12 heures de jour et il y a 12 heures de nuit. C'est-à-dire que du lever du soleil au coucher du soleil, il y a le même temps, 12 heures, que du coucher du soleil au lever du soleil. Mais plus on va avancer maintenant dans l'hiver et plus les jours vont se raccourcir au profit des nuits, et plus on va se rapprocher de l'été, et plus ce sera le contraire, les nuits vont se raccourcir et les jours vont devenir plus longs. Donc, c'est pas une sha'azmanite, et c'est finalement un douzième du temps qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, s'il y a 12 heures, ça fait 1 heure. Et s'il y a plus, eh ben, on divise toute cette durée en 12 et on a des heures de 1h05, de 1h10, de 1h15 et inversement, s'il y a moins, s'il y a 11 heures, bon, on divise les 11 heures par 12 et on aura des heures zmaniotes, ouais, des douzièmes de journée qui seront plus courts. Donc le Mitrat Cohen, il nous dit, ben, on va aller d'après ces short zmaniotes. Si par exemple on va d'après l'avis selon lequel, on a dit, il y avait un avis intermédiaire, l'avis des Ashkenazim, l'avis du Gaon de Vilna, du Rav Tekoczynski, sur lequel le lever du jour, il est 1 heure et demie avant le lever du soleil. Ben, 7 heures et demie, si maintenant j'ai 1 heure 10, ben, 1 heure et demie, ça fera 1 heure 10 plus encore 35 minutes. Ouais. Pourquoi 35 minutes? Parce que les heures, maintenant, on a dit que c'était des heures de 1 heure 10. OK? Donc, 1 heure et demie, c'est 1 heure zmanite et demie. Donc, 1 heure de 1 heure 10, c'est la moitié d'une heure de 1 heure 10. Donc, ça fait 1 heure 10 plus encore 35 minutes, ça fait 1 heure 45 et pas 1 heure et demie. Et inversement, si je suis en hiver et que j'ai des journées qui sont plus courtes, alors mon heure et demie, mes 90 minutes, elles seront beaucoup plus courtes. Je pourrai arriver pas à 90 minutes, mais à 80 minutes, à 75 minutes. OK. Ça, c'est l'avis du Milrat Cohen. Mais en réalité, cet avis, il est repoussé par tous les grands qui, après lui, sont venus et ont étudié un peu d'astronomie. Parce qu'en réalité, et ça c'est quelque chose que les gens ne savent souvent pas, mais le temps du crépuscule, il n'a rien à voir avec la durée la journée et je vais expliquer. Si je vous dis d'après vous,
Ouais. C'est un truc, quand on n'a pas lu ça, ou quand on n'a pas étudié, ou bah, souvent on ne sait pas et on se trompe. Mais Stam, je vais vous poser la question. Si je vous dis le temps qu'il y a entre le coucher du soleil et puis la sortie des étoiles, il est plus long en été ou en hiver? Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors là, vous pouvez ouvrir les micros. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question, j'ai eu un petit dérangement dans la chambre. Ok. Pouvez-vous? Donc, si je vous dis le temps Excusez-moi. qui va y avoir entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il est plus long, ce temps-là. Ça s'appelle Ben Hashmashot. En hiver ou en été? Je, je pense qu'il est plus long en été. Nahon. Il est plus long en été, absolument. Bon, Et, moi aussi. et de la même façon, le temps qu'il y a de l'aube, c'est-à-dire du lever du jour au lever du soleil, il est plus long en été qu'en hiver. C'est juste. Alors, si je vous demande, d'après vous, il est plus long au printemps ou en hiver? Qu'est-ce que vous dites? Alors, on aurait tendance à dire, Printemps? tendance à dire qu'il est plus long au printemps. Ouais. Parce que, bon, bah, on se dit 2 minutes, bah, c'est proportionnel à la journée. La journée en été, elle est plus longue, donc ce temps-là aussi, il est plus long, et la journée en hiver, elle est la plus courte de l'année, et donc là aussi, ce sera plus court. Et ça, c'est complètement faux. Parce que, bon, mais comme je vous dis ici, j'ai pas tout ce qu'il faut comme ça pour vous montrer. On peut montrer ça comme ça sur des courbes. Mais je vais essayer de vous expliquer ça comme ça, avec le soleil, et comme ça. Et il faudrait vraiment des représentations de la Terre et du Soleil comme ça pour mieux expliquer, mais malgré tout, je peux essayer de vous expliquer. Ce temps-là, qui est défini comme étant le temps du crépuscule ou de l'aube. Alors, je vais prendre l'aube. Je vais vous expliquer après pourquoi je préfère maintenant ne pas parler du soir, mais plutôt du matin. Alors, je prends l'aube. Avec disons, l'heure et demie, ouais, on a parlé d'une valeur intermédiaire d'après les Ashkenazim. Ouais, 1 heure et demie, il y a, on a dit, entre le lever du jour et le lever du soleil. Là, on a dit que ce n'était pas des heures qui étaient entières. Mais là, on essaie d'expliquer que c'est des heures zmaniotes, mais je vais vous montrer que même ça, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que si maintenant, ça, c'est mon horizon. Alors, à un certain moment, là maintenant, j'ai le soleil. Ouais, la main qui bouge. Et je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, à l'envers. Bref. Donc, la main qui bouge, moi, c'est ma main droite. Et c'est le soleil. Alors, le soleil, comme ça, il est sous l'horizon ici. Et comme ça, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Ouais. Et là, c'est le lever du soleil. OK. Mais vous comprenez qu'à un certain moment, bon, là maintenant, vu qu'il s'approche de l'horizon, il est encore sous l'horizon, je ne le vois pas. Mais ici, j'ai mon atmosphère. Donc, il va envoyer comme ça ses rayons dans l'atmosphère. Ouais. Et donc, c'est déjà le lever du jour. OK. Maintenant, disons que là, c'est le lever du jour. Et là, maintenant, la journée est de plus en plus claire jusqu'à ce que se lève le soleil. Si maintenant, je prends le soleil, il ne va pas monter comme ça. Tac. Le soleil, il monte comme ça, de façon perpendiculaire comme ça à l'horizon. Et avec ce que je vous dis, c'est avec une très bonne approximation, hein, au printemps et en automne. Mais en été, comme ça, c'est très très penché. Et en hiver aussi, un petit peu moins, mais c'est aussi comme ça en oblique. Comme la vitesse moyenne du Soleil, elle est toujours à peu près la même, hein. Alors vous comprenez que si je dois faire comme ça ce même parcours, mais que je le fais en diagonale à une certaine vitesse, ou bien selon la perpendiculaire à la même vitesse, sur la perpendiculaire, ça ira plus vite. Et au printemps et en automne, alors le Soleil il va aller de là à là, comme ça perpendiculairement à l'horizon. Et par conséquent, ça sera beaucoup plus court ce temps-là. En hiver, ça sera oblique et en été, encore plus oblique. Donc en réalité, mais ça, c'est un truc que vous pouvez voir comme ça sur les calendriers. Ouais. Mais si vous regardez comme ça le temps qu'il y a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ou bien entre le lever du jour et le lever
du soleil. Alors ce temps-là, il est maximum en été, il est minimum au printemps et en automne, et en hiver, c'est intermédiaire. Et donc si c'est comme ça, hein, alors quand on va prendre des shorts maniotes, c'est-à-dire des heures, ces 90 minutes, je vais les transformer maintenant en heures qui sont proportionnelles à la durée de la journée. Ben, je vais arriver à un paradoxe. Parce qu'en réalité, je vais arriver au fait que l'heure et demie en hiver, elle sera beaucoup plus courte qu'au printemps. Parce que si je prends comme ça un douzième de journée, ouais, prenons une Manite, c'est un douzième de journée. Quand la journée comme ça, elle est plus courte en hiver, le douzième en question, il sera plus court. Ouais. Alors qu'en réalité, et donc maintenant, quand je vais calculer mon heure et demie, je vais prendre cette mesure-là. Je vais arriver au fait que le crépuscule ou l'aube en hiver, ils seront les plus courts dans l'année, ce qui est faux, pour la raison que je viens de vous expliquer. Par conséquent, le fait d'aller d'après des Shortsmaniotes pour calculer, pour essayer de savoir quand est la sortie des étoiles ou bien quand commence l'aube, c'est quelque chose qui est complètement faux et donc cette chita, elle est repoussée. Et vient maintenant le Admor Azaken, et c'est extrêmement intéressant, parce que c'est, on peut dire, un des premiers qui a, qui a parlé de ce problème de façon très claire. Et il rapporte comme ça d'un livre d'astronomie, un certain Yashar Mekandia, un, un Chacham comme ça, qui était à peu près 150 ans avant lui. Et c'était un médecin qui était aussi astronome, qui était un Mitracham, et qui était de l'île de Crète. Ouais, on n'a pas tellement de Rachamim, mais c'est de l'île de Crète. Et lui, il explique qu'en réalité, on ne peut absolument pas faire de calendrier et calculer tous ces 18 minutes, ces 24 minutes, ces 90 minutes, etc., de façon mathématique simple. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Alors, non seulement c'est quelque chose qui va varier dans l'année, mais c'est quelque chose qui va varier aussi selon l'endroit où on est sur le globe. Et donc, on est obligé de faire entrer énormément de mathématiques extrêmement complexes, qui s'appelle la trigonométrie sphérique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître. Il y a certaines formules comme ça pour aujourd'hui. Et quelqu'un ouais, vous et moi, à moins d'avoir vraiment les formules et savoir les utiliser, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, on utilise aujourd'hui des programmes. Mais avant, évidemment, c'est quelque chose que ceux qui connaissaient cette branche de mathématiques pouvaient calculer hein, et faisaient des tables. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Dans la mesure où tous les temps qui ont été donnés, ce sont des temps qui ont été donnés par les Chachamim, quand ils vous disent, ils vous parlent de 18 minutes. Ouais, on va en parler des 18 minutes bientôt. Des 24 minutes, de 72 minutes avant le lever du soleil, de 120 minutes avant le lever du soleil. Ouais. On dit que ce n'est pas des heures qui sont pleines, ce n'est pas non plus des heures maniotes, comme on aurait tendance à croire. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il nous dit la chose suivante. Alors là, écoutez bien, parce que, encore une fois, il faut savoir ce point-là. Et pourquoi il faut le savoir? Parce que sans avoir un loir, c'est-à-dire un calendrier qui est précis, alors il y a deux points. Il y a avoir un calendrier et il y a le fait maintenant qu'il faut qu'il soit précis, ça c'est encore un point. Mais disons que je ne peux pas maintenant prendre mes 72 minutes et je me dis à 2 minutes. Alors, OK, le lever du soleil, il est à 6h12, donc je peux manger jusqu'à 5h. Parce que j'ai 72 minutes pour les Sfaradim, par exemple. Ouais. Non, c'est pas exact. Et je ne peux pas non plus faire un petit peu de mathématiques et de CE2 et d'essayer de faire une règle de 3 pour savoir mes 72 minutes, comment les transformer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, lorsque les Chachamim m'ont parlé de 72 minutes, alors je dois regarder en Eretz Israël au printemps, parce que toute cette sougia dont on a parlé, c'est une sougia qui parle des personnes qui allaient, on a parlé tout à l'heure de ce qui s'appelle Derer Rechoka. Toutes les sougiotes qui vont parler d'astronomie, elles sont basées sur le fait qu'on est en train de parler d'Eretz Israël pendant les jours de printemps où les jours et les nuits sont d'égale durée. Et donc, je dois regarder au printemps
ouais, dans les jours où nuit et jour sont d'égale durée, où se trouve le soleil, 72 minutes avant le lever du soleil. Et il y a un certain angle qui va être décrit. Ouais. Il est à un certain angle comme ça sous l'horizon. Alors ça peut être 16 degrés, ça peut être 18 degrés, ça peut être chacune chacun de ces temps, les 120 minutes, les 90 minutes, les 72 minutes, en réalité, ils correspondent à un certain angle. Maintenant, ce que je vais rechercher quand je veux savoir, ok, maintenant je ne suis pas à Yerushalayim au printemps, mais je suis à Stockholm en juillet. Et je veux savoir ces 72 minutes, comment les traduire. J'ai aucune façon simple mathématique de faire cette chose-là. Il faut que je sache, mais comme je vous dis, les différents calendriers, ils sont basés sur ce que je vais vous dire maintenant. Mais il faut que je regarde quand est-ce qu'à Stockholm, en juillet, le soleil se trouve au même angle qu'à Yerushalayim au printemps. 72 minutes avant le lever du soleil. Et lorsque j'ai cet angle, alors j'ai un certain temps, et c'est ce temps-là qui va définir finalement l'heure jusqu'à laquelle je pourrais manger. C'est-à-dire qu'en réalité, le grand chidouche, un des grands chidouchim du Yachar de Kandia et du Admour Azaken, c'est pas le premier, mais disons que lui, il a fait beaucoup de bruit là-dessus. Et le Rav Tikoczynski, quand il a écrit le Louar l'Eret Israël, il a écrit finalement, et il a fait à l'aide de mathématiciens de son époque, un Louar avec des horaires comme ça qu'il a donné. Son Louar et tous les louchot qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, ils sont basés sur cette trigonométrie sphérique. C'est-à-dire que quand on va vous parler des 72 minutes avant le lever du soleil, des 90 minutes, des 120 minutes, et dans chaque pays, à chaque période de la journée, de l'année, on va vous donner des différents horaires. Vous avez le Dvar Malchut, comme ça, en ivric ici. À la fin du Dvar Malchut, vous avez comme ça une liste de tous les trous. Detroit, comme ça, aux États-Unis. Bruxelles en Belgique, ou bien je vois ici Lyon en France, ou bien Beersheba. Ouais. Alors, comme ça, pour chacun de ces endroits, alors j'ai quand est-ce qu'est le lever du soleil, mais aussi jusqu'à quand je peux lire le Kriyat Shema et quand est le lever du jour et toutes sortes de choses. Ouais. Et bon, le lever du soleil, c'est le lever du soleil. Mais et quand je vais parler du lever du jour, de la sortie des étoiles, hein, là, je serai obligé d'utiliser cette trigonométrie et donc, j'aurai jamais des vrais 18 minutes, des vrais 24 minutes. Et plus que ça, plus que ça. Dans la mesure où on a expliqué que les crépuscules les plus courts, c'est au printemps, et que ces 18 minutes, ces 24 minutes, ces 90 minutes, ils sont donnés au printemps, ce sera toujours au minimum 18 minutes, ou 24 minutes, ou 78 minutes, 90 minutes, ou 120 minutes. Ça sera la valeur minimale. Mais dans l'année, si je suis en hiver, ça sera plus. Si je suis en été, ce sera beaucoup plus. Et ça dépendra aussi d'où je me trouve sur la planète. Parce que plus je vais m'éloigner de l'équateur, et plus le soleil va bouger comme ça avec une diagonale qui est forte. Et finalement, plus on va aller vers le nord ou vers le sud, donc des deux côtés quand on va s'éloigner de l'équateur, hein, et plus toutes ces heures-là, si je veux savoir par exemple Arvit, hein, alors Arvit, à partir de quand je peux faire Arvit? Alors disons, ok, on va voir que le Virabad, c'est 18 minutes ou 20 minutes après le coucher du soleil. Mais comme je vous dis, ça, c'est pas 18 minutes ou 20 minutes qui sont fixes. Et plus je vais avancer, je vais me rapprocher de l'hiver et a fortiori si je me rapproche de l'été, et plus je vais m'éloigner de l'équateur, là maintenant on est en Eretz Israël, mais en France c'est un peu plus long, et si je vais maintenant plus au nord, ça sera encore plus long en Angleterre, en Irlande, en Suède. Ouais. Et plus finalement ces temps-là, ces 24 minutes, elles ont plus tellement de, 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 de- de raison d'être. Et ce qu'on devra regarder, c'est à quoi ces 24 minutes correspondent au niveau d'un certain angle qui sera retraduit en temps. Et donc, ce n'est pas des calculs que l'on peut faire, comme je vous dis, on est obligé maintenant d'avoir de Loire. OK. Ça, c'est le deuxième ou troisième grand point qui était important de savoir. Et si je résume, tous ces calculs-là, ce pas des calculs, et quand on parle de 18 minutes, de 24 minutes, des calculs
qu'on peut faire, on est obligé d'avoir des louchot, parce qu'il s'agit en réalité d'angle du soleil sur l'horizon, et ça dépend du moment de l'année, ça dépend aussi beaucoup de l'endroit où on se trouve sur le globe. OK. Et un troisième point qui est important à savoir. Et jusqu'à maintenant, j'ai parlé comme ça du lever du jour. Et donc, je vous ai dit, le lever du jour, c'est l'équivalent de 72 minutes, 90, 96 ou 120 minutes avant le lever du soleil. On va maintenant parler de la sortie des étoiles, la sortie de trois étoiles, hein. Alors, quand est-ce qu'elle a lieu? Et pourquoi elle est tellement importante, cette sortie de trois étoiles? Parce que, par exemple, ouais, et pour la fin de Shabbat, on est obligé d'attendre trois étoiles. OK. Maintenant, quand est-ce qu'elles vont sortir ces trois étoiles? Ou bien pour faire Arvit, par exemple, hein. Alors, c'est vrai que les Sfaradim, ils font Arvit même avant le coucher du soleil. Mais les Chabad, a priori, il faut attention à ne faire Arvit qu'après la sortie de trois étoiles moyennes. Maintenant, c'est important de savoir quand c'est. Et là aussi, euh, en hiver, ça sera plus tard, c'est-à-dire plus de temps. Si je prends maintenant, je vais parler de 20 minutes, ces 20 minutes, elles seront au printemps ou en automne. En hiver, ça sera un peu plus. En été, ça sera encore plus. Et ça, c'est je suis en Eretz Israël. Mais si je suis dans un autre endroit qui est beaucoup plus au nord, ou bien beaucoup plus au sud, mais sous l'équateur, ok, alors ces temps-là, ils seront beaucoup plus grands que 20 minutes. OK. Maintenant, quand est-ce que aura lieu mettre la sortie des étoiles? Alors là, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, la sortie des étoiles, d'après, c'est vraiment une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Donc, a priori, on va aller d'après la Khumra. C'est le temps de marcher trois quarts de kilomètre, trois quarts de mille, mille c'est 940 mètres, donc presque un kilomètre, trois quarts de mille après le coucher du soleil. Dans la mesure où, d'après beaucoup d'avis, en tout cas d'après l'avis de Zaken, le temps pour marcher un mille, c'est 24 minutes. Alors, trois quarts de mille, on a 18 minutes. Mais quand on regarde comme ça chez les Sfaradim, ils nous parlent de 13 minutes et demie. Pourquoi? Parce que d'après le Shulchan Aruch, le temps de marcher un mille, ils ne prennent pas le même référentiel de personnes. Ils prennent des personnes qui marchent plus vite, hein. C'est la marque dont je parlais tout à l'heure, elle dépend de ça. Et donc, le temps de marcher un mille, ils disent que c'est pas 24 minutes, c'est 18 minutes. Donc, le temps de marcher trois quarts de mille, c'est 13 minutes et demie, c'est pas 18 minutes. OK? Donc, en réalité, pour les Sfaradim, même s'ils veulent prier après la sortie des étoiles, ben, il suffit, après le coucher du soleil, qu'ils attendent 13 minutes et demie, et là, ils pourront faire vite. Et inversement, si maintenant, s'il y a déjà eu le coucher du soleil, ils n'ont pas encore fait Mincha, ok, ben Bedi Avad, ils auront encore 13 minutes et demie pour faire Mincha. Alors que nous, les Chabad, on aura trois quarts de mille, trois quarts de 24 minutes, pas trois quarts de 10 minutes. Donc on a encore 18 minutes, donc on a un peu plus de temps. En d'autres termes, nous, on peut se permettre de faire Mincha un peu plus tard, si on a raté Mincha. Mais on ne peut commencer à vite, a priori, que plus tard. Parce que nos trois quarts de mille, pour nous, c'est 18 minutes, et pour les Sfaradim, c'est 13 minutes et demie. Comme on a l'avis de Rabbi Yossé, qui pense que c'est pas 18 minutes. Je reprends l'avis Chabad maintenant. Mais il rajoute encore 2 minutes, hein. Et ça nous fait 20 minutes après et la sortie, après le coucher du soleil. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, ces 20 minutes, c'est pas des minutes qui sont fixes. Là aussi, ces 20 minutes, c'est pas non plus des parties de journée. Ces 20 minutes, ça présente un certain angle sous l'horizon. C'est-à-dire qu'il faut que au printemps, en Eretz d'Israël, je regarde à quel angle se trouve le soleil sous l'horizon, 20 minutes après le coucher du soleil. Évidemment, ce n'est pas à vous, à moi de le faire, c'est des choses qui ont déjà été faites pour nous. Ouais. Et quand on nous dira Tset Kochavim, hein, on regardera comme ça, sortie des étoiles. Donc, ce qui correspond à 20 minutes pour nous après le coucher du soleil, on nous donnera un certain temps qui ne correspond pas du tout à ces 20 minutes. Vous verrez, au printemps, ça, c'est 20 minutes avant le coucher du soleil. En hiver, c'est plus. Et en été, c'est encore beaucoup plus. Ouais. Et ça dépend où on se trouve aussi, comme je vous dis. Donc, encore une fois, toutes ces 18 minutes, 13 minutes et demie, 20 minutes, ces 24 minutes, tous ces temps-là, ce sont des temps qui ne sont définis que pour Eretz Israël au printemps et en automne. En réalité, c'est pas de
minutes que l'on veut parler, mais c'est d'un endroit où se trouve le soleil sous l'horizon, c'est dit 20 minutes après le coucher du soleil. Et après, je dois traduire ça, je regardais de quel angle il s'agit, et je dois traduire ça toute l'année. C'est ce que font les louchotes. Et c'est pour ça que, ce que je vous dis maintenant, ça peut vous aider à comprendre certains paradoxes. Parce que vous pourriez dire 2 minutes, mais si je regarde comme ça le Loir, je vois que c'est pas toujours 24 minutes, ou c'est pas toujours 20 minutes, ouais, les temps qu'on me donne. Et au printemps, c'était un certain truc, en hiver, c'est plus, en été, c'est encore plus. Ouais. Alors la raison, c'est qu'en réalité, on ne parle pas de minutes, on parle d'angle. OK. Je vais maintenant vous parler d'un autre point. Et je suis conscient que, comme je vous dis les choses comme ça sans étudier les sougiotes, et alors bon, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est un petit peu inintéressant, puis qui manque de démonstration. Et, mais en réalité, il faut au moins, donc ouais, il faut au moins qu'on soit conscient de certains problèmes. Et on va voir, plus on va avancer, plus on va voir des problèmes qui sont assez cruciaux, dont il faut avoir entendu parler au moins une fois dans sa vie, pour ne pas faire de grandes erreurs, comme on va le voir d'ici 10 minutes. 10 minutes, des vraies minutes. Maintenant, regardez. Je vais vous parler de la marloquette entre Rabbeinu Tam et les Géonim. De quoi il s'agit? Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Tout au début, je vous ai dit que le lever du jour, il est 72 minutes ou 90 minutes ou 96 ou 120 minutes avant le lever du soleil. Ça correspond à quoi? Mais en réalité, ça correspond au temps qu'il faut pour marcher 4 kilomètres avant, 4 kilomètres ou d'après certains 5 kilomètres, avant le lever du soleil. Alors maintenant, ça dépend combien de temps je mets pour marcher 1 kilomètre. Il y a un avis qui dit 1 kilomètre, tu le fais en 18 minutes. OK. Donc 4 fois 18, ça fait 72 minutes avant le lever du soleil. Il y en a qui disent non, non, 1 kilomètre, tu le fais en 22 minutes et demie. OK, 4 fois 22 et demi, 90 minutes. Il y en a qui disent non, non, 1 kilomètre, tu le fais en 24 minutes. OK, 4 fois 24, 96 minutes. Il y en a qui disent non, tu fais en 24 minutes, mais c'est pas 4 kilomètres, c'est 5 kilomètres. Tout ça, c'est des marlocotes qu'on peut retrouver en étudiant la Gemara profondément dans la Meseret Psachim. Et donc, on arrive à 5 fois 24, 120 minutes. OK. Et donc, on parle maintenant du lever du jour. Donc, 72 minutes ou 90 ou 96 ou 120 minutes avant le lever du soleil, il y a le lever du jour. Normalement, ben, ça devrait être symétrique le soir. Le lever du jour, avant le lever du jour, on voit toutes les étoiles. Et à un certain moment, le soleil s'est tellement approché de l'horizon, ouais, il est monté comme ça, commence à envoyer ses rayons comme ça dans l'atmosphère. Et donc, il va nous empêcher de voir certaines étoiles. Et plus on va s'approcher comme ça du lever du soleil, et moins on verra d'étoiles, et puis jusqu'à ce qu'on voit le soleil. Mais inversement, donc, si on regarde le soir, normalement, ben, la sortie des étoiles, elle devrait être. Prenons maintenant les 72 minutes pour les Sfaradim, par exemple. Ouais. Nous, on a dit pour le Hadmouen Zagan, c'est 96. Prenons 72 parce que c'est plus connu. De la même façon que le lever du jour, il est 72 minutes avant le lever du soleil, ben, la sortie de toutes les étoiles, elle est 72 minutes après le coucher du soleil. Mais d'un autre côté, donc ici maintenant, je vous ai parlé de 72 minutes après le coucher du soleil, c'est-à-dire le temps de marcher 4 kilomètres, 4000. Mais ça, c'est ce qu'on étudie dans la Maseret Psachim. Mais dans la Maseret Shabbat, le même Rabbi Yehuda, qui dans Maseret Psachim, nous dit que la sortie des étoiles, elle est le temps de marcher 4 kilomètres après le coucher du soleil. C'est ce qu'il nous dit dans Maseret Psachim. Le même Rabbi Yehuda, dans Maseret Shabbat, il nous dit que c'est le temps de marcher 3 quarts de mille, pas 4 kilomètres, mais 3 quarts de kilomètre après le coucher du soleil. Ouais. Et comme on a dit, si le temps de marcher 1 kilomètre, c'est 24 minutes, donc 3 quarts de kilomètre, c'est 18 minutes. Donc c'est quand même quelque chose de complètement différent. Prenons l'avis des 72 minutes pour marcher 1 kilomètre, pour marcher 4 kilomètres. Ouais. L'avis de 1 kilomètre en 18 minutes, l'avis du Shulchan Aruch. 4 fois 18, ça fait 72 minutes. Ouais. Mais 3 quarts de 18, ça fait 13 minutes et demie. Et donc, Rabbi Yehuda, d'après cet avis-là, ouais, dans Maseret Psachim, il nous dit que la sortie des étoiles, c'est 72 minutes après le coucher du soleil.
Dans Maseret Shabbat, il nous dit que c'est 13 minutes et demie après le coucher du soleil. C'est complètement contradictoire. Ça, c'est la question que pose Rabbeinu Tam dans le traité Shabbat. Il dit, mais comment toi, Rabbi Yehuda, dans Maseret Psachim, tu nous as expliqué que la sortie des étoiles, c'était 4000, donc 72 minutes pour les Sfaradim. Après, le coucher du soleil, ici, dans Maseret Shabbat, tu nous dis que c'est trois quarts de mille. Ouais. Le temps de marcher, 18 minutes, c'est fou. Comment tu peux te contredire tellement? Alors maintenant, je vais vous dire, il y a deux façons de répondre à cette question. Et ces deux façons, eh ben, c'est justement cette grande marloquette qu'il y a entre ce qui s'appelle la Chita des Géonim et la Chita de Rabbeinu Tam. La Chita des Géonim, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit non, 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 pas du tout. La sortie des étoiles qui nous intéresse au niveau de la halacha, c'est la sortie de trois étoiles moyennes que l'on voit, le temps de marcher, trois quarts de mille après la Shkia. Donc, si je prends les Sfaradim, ouais, trois quarts de 18 minutes, 13 minutes et demie après la Shkia, ouais, je commence à voir trois étoiles. Là, c'est la sortie des étoiles. Et donc, ça serait le moment de la sortie de Shabbat. On prend un peu plus parce qu'on ne s'y connaît pas tellement dans les étoiles. Ouais. Alors, à place de 13 minutes et demie, ok, ça sera une vingtaine de minutes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque la Gemara dans Psachim, elle nous dit que la sortie des étoiles, elle est 4000, c'est-à-dire 72 minutes pour cette chita. Après le coucher du soleil, elle nous parle de la sortie de toutes les étoiles, mais ça n'a rien à voir avec la halakha. C'est une donnée comme ça astronomique qui nous intéresse que le matin, quand on va parler du lever du soleil, du lever du jour, hein, qui a lieu donc 72 minutes avant, d'après cette chita, avant le lever du soleil. Mais pour ce qui est du soir, ce qui nous intéresse, c'est la sortie de trois étoiles, et c'est après le temps de marcher trois quarts de mille. Donc si je reprends, la vie des Géonim, pour répondre au paradoxe, comment se fait-il qu'au traité de Shabbat, on nous dise que la sortie des étoiles, c'est le temps de marcher trois quarts de mille après la Shkia, après le coucher du soleil, et dans le traité Psachim, on nous dit que c'est le temps de marcher 4000 après le coucher du soleil? Comment on répond à ce paradoxe? On parle de deux sorties d'étoiles différentes. Après trois quarts de mille, c'est la sortie de trois étoiles moyennes, et ça, c'est la sortie des étoiles de la halakha. Le moment à partir duquel, a priori, on peut commencer à faire vite, le moment à partir duquel Shabbat, normalement, devrait finir, etc. Je dis devrait parce que comme on ne s'y connaît pas dans les étoiles, là, on prend pas plus. Et quand on nous parle de 4000 après le coucher du soleil, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est la sortie de toutes les étoiles. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent 2 minutes, mais la Gemara, elle nous parle de trois étoiles, elle ne parle pas de toutes les étoiles. Alors, ouais, comment c'est possible? Rabbi Yehuda Chassid, il dit, ok, lorsque tu vois toutes les étoiles dans le ciel, quand tu regardes maintenant à l'ouest, à l'endroit où s'est couché le soleil, à ce moment-là, tu peux commencer à voir trois étoiles. C'est-à-dire qu'en réalité, la sortie de toutes les étoiles dans le ciel, la sortie de trois étoiles, mais à l'ouest, c'est au même moment. Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir quand la Gemara, dans la Maseret Shabbat, elle nous parlait de la sortie de trois étoiles, hein, de quoi elle parlait? La sortie de trois étoiles dans le ciel. Évidemment, vous comprenez que si le soleil il se couche à l'ouest, dans l'ouest, il est plus illuminé, ça sera beaucoup plus difficile de voir des étoiles vers l'ouest que de les voir à l'est. Et par conséquent, le temps de marcher trois quarts de mille après la Shkia à l'est, on voit trois étoiles. Mais il faut attendre encore 3000, un quart, c'est-à-dire 4000 après la Shkia, pour pouvoir voir trois étoiles à l'ouest. Ok. Donc, la Chita des Géonim, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, ne regarde pas la Sugya dans Mashat Psachim. Elle parle pas par rapport au soir à quoi que ce soit qui a rapport avec la halacha. Elle nous parle de la sortie de toutes les étoiles. Ouais, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse au niveau de la halacha, c'est la sortie de trois étoiles que l'on peut commencer à voir à l'est le soir. Et ça, c'est trois quarts de mille après le coucher du soleil. Donc, d'après la Zaken, 18 minutes. D'après, alors, on va dire 13 minutes et demie. Ok. Mais la vie de Rabbeinu Tam, il est complètement différent. Rabbeinu Tam, il comprend ces deux sougyotes différemment. Il nous dit que la sortie des étoiles de la halacha, c'est celle dont parle la Gemara dans Maseret Psachim. Et c'est quoi? C'est 4000 après la Shkia. C'est-à-dire, donc, si le 1000 c'est 18 minutes,
72 minutes après la Shkia. Si le mille, c'est 24 minutes, 96 minutes après la Shkia. Et là, c'est la sortie des étoiles. Et c'est pour ça que ceux qui font Rabbeinu Tam, à la sortie de Shabbat, ils attendent beaucoup plus. Ils n'attendent pas une vingtaine de minutes, ils attendent 1h12 ou 1h30, ou chacun après sa façon de comprendre Rabbeinu Tam. Et de quoi elle parle alors la Gemara quand elle nous parle de trois quarts de mille après la Shkia? Et là, il a une chita très très spéciale, Rabbeinu Tam. Il nous dit en réalité ce qui s'appelle la Shkia, hein, c'est pas uniquement le coucher du soleil quand le soleil disparaît à l'horizon. Ah, j'ouvre juste une petite parenthèse comme ça pour vous dire, en passant, que la définition en astronomie du coucher du soleil et la définition dans la halakha, elle est différente. Ouais. Les astronomes, quand ils nous parlent du coucher du soleil, c'est lorsque, si ça c'est l'horizon et là c'est le soleil, alors bah, il descend. Lorsque le centre du soleil coïncide avec l'horizon, c'est ce qu'ils appellent moment du coucher du soleil. Dans la halakha, c'est pas de ça qu'on parle. Dans la halakha, on parle de lorsque l'horizon est tangent au-dessus du soleil, c'est-à-dire quand le soleil disparaît totalement. Ouais. Donc c'est un petit peu plus tard. C'est à peu près un peu plus d'un demi-degré plus bas. Ouais, c'est un petit peu de trigonométrie, c'est pas difficile à démontrer. Et ouais, donc c'est quelques minutes après. Ok, je ferme cette parenthèse, mais le Rabbeinu Tam, il nous explique comme ça. Il nous dit, non, il y a ce que les Géonim appellent la Shkia, c'est-à-dire lorsque le soleil disparaît. Lui, Rabbeinu Tam, il appelle ça le début de la Shkia. Et lui, il considère que la Shkia, c'est pas un moment. Il considère que c'est une durée. Il dit la Shkia commence là, le soleil descend, 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 et elle s'appelle la fin de la Shkia. Après un certain moment, il commence à faire tellement de nuit, qu'il dit à ce moment-là, il y a déjà très peu de lumière, commence ce qui s'appelle le crépuscule, qui va durer trois quarts de mille, et là, il a sorti toutes les étoiles. Donc les trois quarts de mille dont nous parle la Gemara dans Shabbat, c'est pas trois quarts de mille, comme nous disaient les Géonim, après le début de la Shkia. C'est trois quarts de mille après la fin de la Shkia. Et donc, il n'y a plus de contradiction entre la Sugia dans Psachim et la Sugia dans Shabbat. Les deux, elles parlent du même moment. La Sugia dans Shabbat, quand elle nous dit que la sortie des étoiles, d'après le Rabbeinu Tam, c'est 4000 après la Shkia, c'est 4000 après le début de la Shkia. Quand maintenant elle nous dit que c'est trois quarts de mille après la Shkia, c'est trois quarts de mille après la fin de la Shkia. Et on arrive au bout des 4000 après le début de la Shkia, ou au bout des trois quarts de mille après la fin de la Shkia, au même moment. Au moment où on voit toutes les étoiles et au moment où on voit à l'ouest où s'est couché le soleil, trois étoiles. OK? Maintenant, c'est très intéressant au niveau historique et parce que lorsque Rabbeinu Tam dit ce qu'il dit, nous on connaît Rabbeinu Tam comme étant une Khumra. Ouais. Ok, il y en a qui vont attendre Rabbeinu Tam à la fin de Shabbat. Ouais, beaucoup de Faradim, parce que le Rav Ovadia, il dit d'attendre Rabbeinu Tam. Il attend Rabbeinu Tam. Mais il faut comprendre que Rabbeinu Tam, lui, quand il parlait pas uniquement de Khumra. D'après Rabbeinu Tam, pendant encore facilement une heure après la Shkia, alors qu'il fait nuit, que le soleil s'est déjà couché, c'est pas encore même le crépuscule. C'est pas encore ce qu'on appelle Banash Mashot. On peut faire des mélachot, etc. Et puis il y a eu des pays comme ça en Europe de l'Est, où en Hongrie, en Tchécoslovaquie, au nord de la Hongrie, comme ça, à Satmar, etc., où ils allaient d'après Rabbeinu Tam. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits en Europe où on allait d'après Rabbeinu Tam. Et même ceux qui n'allaient pas d'après Rabbeinu Tam, qui faisaient attention à allumer les bougies avant le début du coucher du soleil ou avant le coucher du soleil. C'était uniquement, ils allaient d'après Rabbeinu Tam, mais comme ils ne connaissaient pas exactement les moments, alors il y a une sugia qui nous dit, si tu connais pas tellement, alors allume les bougies de toute façon avant que le soleil ne disparaisse. Donc l'avis de Rabbeinu Tam, en réalité, c'était un avis qui était très très accepté. Et au niveau historique, au XVIe siècle, il y a un grand chacham qui s'appelle Maharam El-Shakar. En réalité, c'est plus. Tout le monde l'appelle El-Shakar. Ouais, mais je pense que c'est plus Al-Ashkar qu'il faudrait l'appeler. Et, ouais, et le nom Lashkar ou Laskar qu'on connaît, hein, c'est des descendants de la famille Al-Ashkar. Donc, c'est plus Al-Ashkar que El-Shakar. Mais bon, les Ashkenazim, ils disaient Maharam El-Shakar. Donc, OK. Ce Maharam El-Shakar, comme ça, au XVIe siècle, et lui, il est né
26 ans avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc, il a fait partie des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne. Et c'est intéressant parce que les Chachamim qu'il a connus, ils sont très nombreux. Le Haïn Yaakov, Rabbi Yaakov Raviv, qui a écrit le Pirouche Haïn Yaakov sur la Gemara, c'était sur sa chavruta comme ça, quand il était en Espagne. Après d'Espagne, quand il a été expulsé, il était en Tunisie. Là-bas, il y avait le Baal Sefer Yursin, le Rav Avram Zakout. Là, il était dans son Beddin. Après, il était en Égypte. Là-bas, il y avait le Rav David Ben Zimra, et le Radbaz. Il a été dans son Beddin. Après, il est arrivé à Tzfat et de là-bas, il est arrivé à Yerushalayim. Il était avec le Maral Bach, le Ravi Ben Chaviv, Lévi Ben Chaviv. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été en rapport avec tous les Chachamim comme ça de son époque, du début du XVIe siècle. Et il a un grand différent avec le Radbaz quant à savoir comment doit être la halakha. Et jusqu'à son époque, presque tous les Chachamim étaient poskim comme Rabbeinu Tam. Et lui, il démontre qu'en réalité, il y a une autre chita, qui est la chita des Geonim, qui n'était pas connue. Et il explique pourquoi, a priori, il y a trop de kushot la chita de Rabbeinu Tam. Et donc, lui, il est d'avis de complètement chambouler les choses et de faire en sorte que les Juifs, qu'il y ait un changement, même si la vie de Rabbeinu Tam était assez acceptée, et qu'il fallait absolument d'aller d'après la vie des Géonim. Alors, le Radbaz, qui était le Av Beddin, comme ça, en Égypte, bon, il n'a pas du tout accepté son avis. Et donc, cet avis du Maharam el-Shakar, il n'a pas été totalement accepté. Et une centaine d'années, 150 ans après, ben, le Shach, qui est bien connu, le Sifte Cohen, et ben, lui, il est d'accord avec le Maharam el-Shakar. Et c'est important parce que s'il y a un bébé qui naît après le coucher du soleil des Géonim, mais c'est pas encore le coucher du soleil de Rabbeinu Tam. Alors, d'après les deux avis, il est né un autre jour. Alors, pour savoir quand faire la Mila, quand c'est le huitième jour, alors il y a une différence. Et là, le char, quand il parle comme ça dans les Chot Mila de cette Sugia, il dit il a la chal et comme Maram el Shakar. Et le Hanmour Zaken, il a été convaincu aussi par cette chita du char du Maram el Shakar. Et dans son Sidour, alors il rapporte dans le Sidour comme ça du Hanmour Zaken, il y a un grand Mahamar sur tout ce dont je suis en train de vous parler. Alors, dans le même Mahamar dans lequel il dit, mais attention, quand on parle de 72 minutes, de 90 minutes, etc., on parle d'angle et tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Quand il nous apporte le hachar de Crète. Et, ouais, mais il a fait déjà une grande révolution comme ça, le Admorazakan, en disant qu'il fallait aller d'après des angles et pas d'après des choses de maniotes, etc. Ouais. Ben, de la même façon, il nous dit, mais là, l'Acha, elle est comme les Géonim. Et c'est très intéressant parce que le Admorazakan lui-même, dans son Shulchan Aruch, il a été posé comme Rabbeinu Tam. Et pas seulement de la Khumra de Rabbeinu Tam. Elle était possédée même dans la Kula de Rabbeinu Tam. C'est-à-dire qu'on pouvait faire rentrer, d'après le Shulchan de Morzaken, on peut faire rentrer, a priori, Shabbat, même très tard, après la Shkia, il fait nuit, après le Tzedek Ravim des Géonim. Ouais. Mais dans ce Mahamar, c'est vers la fin de sa vie, le Hanmour Azaken, il a été convaincu de ce que dit le Shach et de ce que dit Maharam el-Shakar. Et donc il dit, mais ouais, il faut absolument faire attention, là, la Chal est comme les Géonim, pas comme Rabbeinu Tam, il reprend, il revient sur tout ce qu'il a été possède dans le Shulchan Aruch. Le Gaon de Vilna, un peu avant le Hanmour Zaken, aussi est du même avis. Et si vous regardez comme ça dans la littérature de la halacha, et avec les générations, à partir de l'époque de Hanmour Zaken, de plus en plus, la vie de Rabbeinu Tam a été repoussée, c'est la vie des Géonim qui a été acceptée. Mais si on regarde dans les Shoutim, ouais, c'est un exercice que j'ai fait, et beaucoup expliquent qu'ils reviennent de la vie de Rabbeinu Tam pour épouser la vie des Géonim à cause de l'Admor Zaken, ou grâce au Admor Zaken. C'est-à-dire que finalement, le Admor Zaken et le Gaon de Vilna, ils ont fait une grande révolution dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Et sans eux, la plupart du Ham Israël, ils iraient normalement d'après Rabbeinu Tam. Et on voit le Mishnah Berurah, par exemple. Ouais. Et bon, bah, lui, il dit quoi, que dans la mesure où Gaon de Vilna, il était possédé comme Maramel Shakar et comme donc les Géonim, c'est comme ça qu'on est possédé. Et pas comme le Pshat du Shulchan Aruch, qui lui aussi était possédé comme Rabbeinu Tam. Donc il y a un grand chamboulement.
Dans le Ham Israël, c'est surtout après la Shoah que cet avis il a été accepté, vraiment par presque tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de personnes qui vont aller d'après Rabbeinu Tam, même pour la Kula, et qui vont faire rentrer Shabbat bien après tout le monde. Ouais, ça n'existe plus. Alors, il y en a qui vont faire la Khumra, Rabbeinu Tam. Ils vont comme les Géonim à l'entrée de Shabbat. Et ils rajoutent, OK, ça c'est, on peut toujours. Ouais. Quoique pour les Chabad, ils n'ont pas ce minag, parce que le Admor Zaken, il est d'avis que cet avis, il n'est pas du tout l'avis de la halakha. OK. Et je voudrais maintenant vous parler encore de trois petits points. Trois petits points qui sont importants. Et un premier point qui est extrêmement important. En réalité, les trois sont importants. Surtout les deux premiers des trois. Et OK. Le point dont je veux vous parler maintenant, c'est ce qui s'appelle les 4 minutes du Admorazaken. Alors, tout le monde sait que ouais, ouais, on peut toujours rajouter 4 minutes après la shkia. Le Admorazaken, lui, il prend une shkia qui est décalée de 4 minutes. Pour dire, bon, ok, en quoi c'est tellement important, ces 4 minutes? Alors, c'est surtout important dans la halakha. Pour une femme qui fait Hefsek Tahara, ouais, elle doit faire sa bdika comme ça avant la shkia pour qu'il y ait 7 jours Neki'im pour une femme qui était Nida. Et là, ça arrive souvent qu'une femme téléphone à un rave. Ouais, il y avait marqué que la shkia c'était à 4h52, j'ai fait mon Hefsek Tahara à 4h53, rave, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, un Rav Rabat qui n'a pas tellement étudié ce qu'on est en train de voir maintenant, il dira, ouais, bon, ok, tu peux, hein, une minute, 2 minutes. De toute façon, le Admor Azaken, lui, il décale tout de 4 minutes. Ok? Comme on connaît, j'imagine que ce que je viens de vous dire, et il y a beaucoup de Rabbanim Rabat qui vous l'ont dit. Et ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est qu'à mon avis, cette réponse, elle vient d'une non-compréhension de ce que c'est que les 4 minutes de Admor Azaken. Et je vais essayer de vous faire passer l'idée. Et regardez, disons comme ça. Pour faire passer l'idée, parce que effectivement, le Admor Zaken, comme ça, dans son Sidour, quand il nous parle maintenant de la sortie des étoiles, il nous dit comme ça. Il nous dit quand le soleil disparaît, à l'horizon, c'est la shkia que l'on voit. La vraie shkia, la shkia, c'est le coucher du soleil, ouais. Donc c'est le coucher du soleil apparent. Ok, pourquoi apparent? On va essayer de comprendre. Mais le vrai coucher de soleil, c'est 4 minutes après. Et là, c'est 4 minutes après, on compte maintenant 3 quarts de 1000, 3 quarts de 24 minutes, 18 minutes pour la sortie des étoiles de Rabbi Yehuda. On rajoute 2 minutes pour la sortie des étoiles de Rabbi Yossé. Et là, on peut faire sortir Shabbat. Donc, si je prends maintenant entre le coucher du soleil et la sortie de Shabbat, j'ai 4 minutes du Admon Zeken dont on ne comprend pas d'où elles sortent. On va essayer de comprendre. Après ça, j'ai 3 quarts de 24 minutes, 18 minutes, j'arrive à 22. 2 minutes de Rabbi Yossé, 24. Et donc, évidemment, c'est 24 minutes, comme je vous dis, c'est d'après des angles et des trucs. OK, donc c'est 24 qui sont élastiques. Mais j'ai un équivalent en angle de 24 minutes après et le coucher du soleil pour la fin de Shabbat. Tov. Maintenant, alors de là, tout le monde comprend. Ah, c'est intéressant. Il y a une nouvelle notion. Dans le même Mahamar extrêmement important du Hanon Zaken qui nous parle de Shkia et de sortie des étoiles dans le Sidour, qu'on a déjà cité 2 fois. Ouais. Une fois pour nous dire qu'il faut aller d'après des angles et pas des choses maniotes. Et une fois pour nous dire qu'il faut aller d'après Rabbeinu Tam et d'après les Géonim, mais pas d'après Rabbeinu Tam. Ouais. Une de la troisième bombe atomique du Admor Zeken, c'est de rajouter à la Shkia, ce qu'on appelle la Shkia, le coucher du soleil à l'horizon. Il appelle ça la Shkia apparente, mais il dit non, la vraie Shkia, c'est 4 minutes après. Top. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part. Ça, c'est vraiment un chidouche du Admor Zaken. Et dans le Rabbané Chabad, les autres aussi, ils ont essayé de comprendre. Mais dans le Rabbané Chabad, un peu plus, parce que pour nous, c'est la halakha ce que dit le Admor Zaken, d'autant que ce passage-là qui est dans le Sidour, le Admor Zaken l'a écrit à la fin de ses jours. Donc, pour nous, c'est ce qui fait force de loi quant à tout ce qu'a écrit le Admor Zaken par rapport à Shkiyat, etc.
Donc il y a des rabbinim dans Chabad et en général, c'est la vie euh, acceptée sans que ça soit expliqué niveau astronomique ni rien. Ok, il y a la vraie shkia, c'est 4 minutes après la shkia apparente. Ouais. Maintenant, alors on nous explique, c'est la shkia qu'il y aurait sur une montagne qui ferait partie des grandes montagnes d'Eretz Israël. Et vous comprenez que plus on va être en hauteur, ouais, si maintenant, ici, ouais, j'ai une vallée, et là j'ai une montagne, ouais, ben, lorsque sur la vallée, je vois le coucher du soleil, je comprends que, ouais, disons que là-bas, c'est l'ouest. Donc là-bas, se couche le soleil. Moi, ici, je suis sur la vallée, je regarde de ce côté-là, je vois le coucher du soleil. Mais mon ami qui est sur la montagne ici, lui, hein, il a un angle plus grand. Et donc, comme pour moi, c'était le coucher du soleil, lui, il voit le soleil encore. Ouais. Si je prends une montagne de 700 mètres à peu près, qui correspond à peu près à la hauteur des montagnes de Jérusalem, on peut démontrer physiquement que le coucher du soleil, il est 4 minutes plus tard que sur le plan. Ouais. OK. Maintenant qu'on a cette donnée-là, Stab, je vais vous poser une question. Ça, c'est une donnée comme ça physique, mais qui, à mon avis, est à la base des 4 minutes de Admorzeken, mais qu'il faut bien comprendre. Alors, il y en a beaucoup comme ça dans les rabbinim de Chabad, qui vous diront, ouais, le Admorzeken, donc où que tu trouves, que tu sois à Paris, que tu sois en Honolulu, ou que tu sois au Sénégal, tu regardes la shkia, tu rajoutes 4 minutes, là-bas c'est la vraie shkia, et donc pendant ces 4 minutes, tu peux faire ton Efsek Tahara, tu peux faire ce que tu veux, tu peux allumer les notes Shabbat aussi si tu veux. Ouais, ok. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cette façon de comprendre, elle est complètement fausse, elle est extrêmement grave. D'où elles viennent en réalité ces 4 minutes de Noirzaken? D'où elles viennent? Elles viennent de deux choses. Elles viennent tout d'abord du fait que lorsque les Chachamim nous ont parlé des 18 minutes, des 24 minutes, des 72 minutes, de toutes ces choses-là, on a dit qu'ils nous parlaient en Eretz Israël, et plus que ça à Jérusalem, parce que dans la Sougia, on est en train de parler de personnes qui vont à Jérusalem pour apporter leur Corban Pessah. Et donc, lorsque l'on va dire maintenant que 18 minutes, disons, après le coucher du soleil, c'est la sortie des étoiles. On est en train de parler dans toutes ces Sougiat à Jérusalem. Donc, 18 minutes après le coucher du soleil à Jérusalem, ça sera la sortie des étoiles. Alors, il y en a qui vont dire, OK, mais où qu'on soit, 18 minutes après le coucher du soleil, c'est la sortie des étoiles. Ouais. Pourquoi que à Jérusalem? Et là, je vais vous démontrer que c'est faux. Et regardez, on va faire un petit exercice. Si je vous dis comme ça, si je vous dis, et voilà, à 6h04, je suis sur la montagne, ici, il y a un plan. À 6h04, pour moi, c'est le coucher du soleil. 18 minutes après, donc ce sera la sortie des étoiles. Donc à 6h22 sera la sortie des étoiles. Le type qui est à côté ici, sur le plan, pour lui, le coucher du soleil, c'était à 6h. Ça sera quand pour lui la sortie des étoiles, d'après vous? Je reprends. La sortie des étoiles, elle est 18 minutes après le coucher du soleil. Donc, quand je suis sur la montagne, sortie des étoiles, 6h04. Pardon, coucher du soleil, 6h04. Sortie des étoiles, 18 minutes après, 6h22. Si maintenant je suis ici sur le plan et que le coucher du soleil, il était à 6h, ça sera quand la sortie des étoiles? Bah, 18 minutes après le coucher du soleil, C'est ce qu'on aurait tendance à dire, 18 minutes après le coucher du soleil. dans la Donc, plaine. on aurait tendance à dire 6h18. Mm. OK. Maintenant, regardez, je vais vous montrer que c'est faux. Et c'est comme ça que je vais montrer que beaucoup de rabbinim se trompent. Imaginons comme ça, pour simplifier l'idée, que cette montagne, c'est un clou. J'ai un clou comme ça, ouais, un truc ouais, qui fait 700 mètres de haut, un cylindre comme ça. Et j'ai mon ami qui est perché en haut. Et moi, je suis en bas. Donc, vraiment, je suis tout à côté de lui. Ouais, il n'y a que la hauteur qui est comme ça qui nous sépare. Ouais. Alors, on a dit comme ça, pour lui, il va voir le coucher du soleil plus tard que moi. Moi, je le vois à 6h, lui, il le voit à 6h04. Pour lui, la sortie des étoiles, c'est 6h22.
Et vous voulez me dire que pour moi, c'est à 6h18. Mais c'est complètement faux. Parce qu'on voit on voit les mêmes étoiles. Le ciel qui est au-dessus de nous, c'est le même ciel. Si pour Ouais, lui, la sortie des étoiles, elle est à 6h22, bah pour moi aussi, ce sera à 6h22. d'accord. Ouais, ce ne sera pas à 6h18. C'est les mêmes étoiles qu'on voit, on est à côté l'un de l'autre. Oui, mais aussi la luminosité du coucher du soleil. Je vais vous dire comme ça. Quand la luminosité, c'est extrêmement juste ce que vous dites, ouais. Mais quand la luminosité en question, d'un, elle nous donne le dos. Parce que les étoiles, on va les chercher, on a dit après les Gonim, à l'est. Le Allez. soleil, il est à l'ouest. Ouais. Que la luminosité, de toute façon, elle nous éblouit déjà plus parce qu'on est en train de parler vraiment vraiment Mhm. du coucher du soleil. Ouais. Et qu'en réalité, cette même luminosité, ouais, et elle existe aussi au même endroit, même si c'est pas près de mes yeux, pour quelqu'un qui est en bas. Et oh, c'est déjà une question de biologie, Bémet. Ouais. Mais l'expérience, elle peut démontrer que Mhm. ma pupille, elle va pas se dilater au point où il y aura une différence de 4 minutes entre le moment où lui il va voir les étoiles le moment où moi je vais voir les étoiles et le moment où lui il va voir les étoiles. Plus que ça, même, il est même plus haut et a priori, et il y a moins d'air pollué et il verra les étoiles. Et Oui. si déjà un peu avant moi et pas 4 minutes après moi. Ouais. Donc D'accord. même s'il y a une petite influence de peut-être 30 secondes Mhm. de la luminosité en question dont vous parlez, encore une fois, pas de la luminosité du fait que je suis ébloui ou quoi que ce soit, mais ouais, du fait que c'est vrai que dans l'environnement dans lequel je me trouve, il y a un peu plus de lumière. Ouais. Mhm. C'est pas ce qui va changer. On peut faire l'expérience sur la façon des deux personnes de voir le ciel étoilé. Et à quelques dizaines de secondes près, ils ont exactement le même ciel. C'est une expérience qu'on peut faire. Ouais. Et en réalité, tout d'un coup, on comprend que lorsque l'Admour Azaken nous dit de rajouter 4 minutes, il ne dit pas de rajouter 4 minutes n'importe où. Il nous dit la chose suivante, il nous dit tous les temps qui ont été donnés, quand on parlait de 18 minutes après le coucher du soleil, c'était pour Jérusalem, c'était pour des endroits qui sont non seulement en hauteur, mais avec un plan, une vallée à l'ouest. Parce que si on est sur l'Everest et que sur des centaines de kilomètres, et il y a des montagnes, on n'a rien gagné avec la hauteur. Ouais, ouais, la courbure de la Terre, elle sera pratiquement la même en haut qu'en bas. Donc, l'intérêt, disons, d'être en hauteur, c'est uniquement si à l'ouest, on a une plaine. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et donc, lorsque les Rachamim, tous les temps qu'ils nous ont donnés, ce sont des temps qui sont par rapport à Jérusalem, quand je ne suis pas sur une montagne, mais quand je suis dans le plan, ben, je suis obligé de rajouter 4 minutes. C'est quelque chose de technique. Et quand on dit 18 minutes, c'est 18 minutes après le moment où quelqu'un qui est sur une montagne voit hein, et le coucher du soleil. Mais si moi je le vois 4 minutes avant, ça sera 22 minutes après. Et en expliquant ce que je suis en train de vous dire, on répond à une question extrêmement importante. Le Minchat Cohen dont on a parlé tout à l'heure, qui pensait qu'on allait d'après les choses de Magnot, le Rav et Abraham Famentil, son livre, il a écrit beaucoup pour aller d'après la vie de Rabbeinu Tam. Lui, il est poussé comme Rabbeinu Tam. Et sa grande kouchia, il y a plusieurs kouchiottes sur les Gaonim, mais bon, auxquelles on peut répondre. Mais sa grande kouchia, c'est il dit, mais l'expérience, elle démontre bien que, où que vous soyez, ben, 18 minutes après le coucher du soleil, on ne voit pas d'étoiles. Mais il a raison, parce que ça, c'est uniquement à Jérusalem que 18 minutes après le coucher du soleil, on voit des étoiles. Mais normalement, il faudra attendre 22 minutes. Et c'est pour ça que le Rambam, il rajoute 4 minutes. Maintenant, on peut me dire, OK, ben, et le Rambam, le Hanmourazaken. Alors, quel est le problème des 4 minutes? Le problème des 4 minutes, c'est que ça dépend où on se trouve. Alors, si vous vous trouvez dans une vallée, ok, très bien, vous rajoutez 4 minutes. Mais si vous êtes à Jérusalem, où de toute façon les temps ont été donnés par rapport au temps de Jérusalem, si vous rajoutez à ça 4 minutes, ouais, ben, c'est complètement faux. Et donc, c'est Govel même, on arrive même à un problème de Issur Karet. Parce que si on donne à une femme la possibilité de faire le secta 2 minutes après le coucher du soleil à Jérusalem, mais c'est complètement fou. Parce que le coucher du soleil à Jérusalem, c'est le coucher du soleil à Jérusalem, il n'y a pas 4 minutes à rajouter.
Il y a 4 minutes à rajouter justement pour traduire sur une plaine ce qu'on a à Jérusalem. Mais les temps qui sont donnés dans la Sougia de Psachim et les autres Sougiotes qui sont toujours rapportés à cette Sougia, ils sont en train de parler justement d'un juif qui, au printemps, est sur les montagnes de Jérusalem et va à Jérusalem pour apporter son Corban Pessah. Donc, on ne va pas rajouter aux temps qui nous sont donnés, qui sont tout à fait exacts pour Jérusalem, encore 4 minutes. Ça n'a aucun sens. Ok, ça c'était un point extrêmement important. À Gave, il y a quelques mois, j'étais chez un grand rave. Et quand j'étais chez lui, un grand rave Chabad. Et une femme l'a appelé et elle lui a dit justement cette question. Arav, j'habite à Jérusalem, j'ai fait le Hefsek Tahara 1 minute après et la Shkia. Est-ce que c'est bon? Il dit ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, elle raccroche. Je lui dis Arav, c'est à cause des 4 minutes que vous dites ça? Elle me dit ouais, bien sûr. Je vous ai étudié la Sougia. Elle me dit non, mais bon, c'est ce qu'un tel, un des rabbinim Chabad qui a fait beaucoup de bruit là-dessus, dit, puis qu'il s'y connaît. Je lui dis excusez-moi, mais à mon avis, c'est complètement faux. Et quand je lui ai dit ça, il se trouve que son secrétaire dit, ah, c'est fou, il appelle son secrétaire qui a étudié la Sougia il y a quelques années et qui est arrivé à la même conclusion que c'est complètement faux. Il dit, t'entends, un tel, il pense comme toi, etc. Bon, c'est quelque chose dont il faut parler parce que, comme je vous dis, bon, ça dépend où on se trouve. Il y a beaucoup d'endroits où il faut, oui, rajouter 4 minutes. Quand on est à Jérusalem, et en aucun cas, il y a 4 minutes à rajouter. Maintenant, vous savez quoi, je vais prendre encore un tout petit peu de votre temps, parce qu'il y a un autre point qui est aussi vraiment, vraiment important. Et ce que je veux dire dans l'autre point, c'est que la précision des calendriers, elle n'est pas meilleure qu'à 5 minutes près. Et ça, c'est d'après des recherches du MIT, qui est une des plus grandes universités des États-Unis. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Et donc, on ne peut pas du tout, du tout, du tout s'amuser. Alors là, les 4 minutes, c'est rien encore devant le problème dont je suis en train de vous parler. Et pour quelque chose qui est des rabananes, ok, on va aller dormir après une soirée. Ok, il ne se passe rien si on va dormir 5 minutes trop tôt. Ouais. Mais pour un truc comme Efsek Tahara, ou des choses qui sont allumer les neurones de Shabbat et s'amuser avec la shkia, et si on s'amuse avec et qu'on ne comprend pas, disons, ce qui s'appelle un mécanisme bitachon, c'est-à-dire une marge de de 5 sécurité. minutes comme Khumra, on peut arriver à des grands, grands problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, c'est extrêmement important. Regardez. La lumière, elle se déplace en ligne droite. Mais elle se déplace en ligne droite dans un milieu qui est transparent, homogène. Mais il y a une loi de physique que les Français appellent la loi de Descartes. Bon, les Français, ils ont tout inventé. Même ce qu'ils n'ont pas inventé, c'est français. En réalité, ça s'appelle la loi de Snell dans tous les pays, mais en France, ça s'appelle la loi de Descartes. Et, et d'après cette loi, alors, prenez par exemple un rayon laser, et vous prenez un verre d'eau, et vous prenez un laser rouge. Ouais, ben, le laser rouge, comme ça, vous allez le voir dans l'air, et lorsqu'il va rentrer dans l'eau, tac, il va avoir une réfraction, la direction, elle va un peu changer. OK? Alors ça, c'est expliqué en physique. C'est en raison avec le fait que selon les milieux transparents, la vitesse de la lumière, elle variera. Ouais. Alors dans le vide, c'est presque pratiquement 300 000 km par seconde. Mais dans d'autres milieux transparents, c'est moins que ça. Dans l'eau, c'est moins. Et dans le verre aussi, etc. OK. Maintenant, donc, lorsque la lumière va passer d'un milieu à un autre, elle change de direction. Maintenant, ce que s'appelle milieu, c'est pas uniquement si on passe de l'air au verre ou de l'air à l'eau. Ouais. C'est aussi si on passe à l'intérieur de l'air d'un endroit où l'air est très dense, un endroit où il n'est pas dense ou inversement. Maintenant, la lumière du soleil, le soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Ok, la lumière du soleil, elle avance comme ça
à 300 000 km par seconde, ça met 8 minutes pour le Soleil pour que sa lumière arrive jusqu'à nous. Quand elle arrive maintenant à l'atmosphère de la Terre, ouais, elle rentre dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, ici, j'ai la Terre et ici, j'ai l'atmosphère. Ouais. L'atmosphère, c'est jusqu'à 50 000 km de la Terre, on parle encore d'atmosphère. Même si 99% de la masse de l'air, il est dans les 31 premiers kilomètres. Mais malgré tout, l'air, il est de moins en moins dense pendant comme ça 50 000 kilomètres. Et justement, lorsque maintenant le Soleil, la lumière du Soleil va rentrer dans l'atmosphère, eh ben, il va complètement, les rayons de soleil, plus ils vont avancer et plus ils vont être déviés. Et finalement, ce que ça va faire, c'est un truc comme ça. Chut. Ouais. Et à chaque instant, c'est dévié parce que plus on avance et plus l'air est dense et plus c'est considéré comme un autre milieu physique. Et donc, ouais, il y a cette réfraction comme ça qui est continue, ce qui s'appelle la réfraction astronomique. OK. Alors maintenant, j'ai mon bonhomme qui est sur la Terre ici. Ce qui va se passer, c'est que même lorsque le Soleil il est sous l'horizon, alors il est sous l'horizon même de quelques degrés, dans la mesure où les rayons de soleil ils sont diffractés, alors même quand il est sous l'horizon, alors les rayons ils vont monter comme ça dans l'atmosphère, ils vont être déviés, ils vont arriver à mon œil, et comme l'œil, lui, il a l'habitude de traduire au cerveau que ben, les rayons de soleil, ils arrivent en voie droite, ben moi je verrai comme ça, à la suite des rayons qui arrivent à mon œil, je verrai le soleil, je le verrai au-dessus de l'horizon, alors qu'en réalité, il est sous l'horizon. Ouais, j'espère que vous êtes avec moi toujours. Alors, j'ai le soleil qui est sous l'horizon. Ouais, les rayons, ils arrivent comme ça. Je prends la tangente ici, à l'endroit où ils arrivent. Et moi, j'aurai l'impression que le soleil est là. Je verrai vraiment le soleil. C'est-à-dire que lorsque l'on voit le soleil au-dessus de la mer, comme ça, avec les beaux couchers de soleil, etc., ouais, ce que l'on voit en réalité, ouais, on le voit, on peut le photographier, etc., ouais, mais en réalité, le soleil, il est déjà bien en dessous de l'horizon. OK. Mais en réalité, on peut le dire, mais on s'en moque. Ce qui est important dans la halakha, non seulement dans la halakha, mais même dans l'astronomie, parce que les astronomes, eux, quand ils vont nous donner les heures du coucher du soleil, ils donnent ça pour aider les navigateurs, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le soleil ben, tel qu'on le voit. Donc, qu'est-ce que je m'en moque en réalité si c'est juste une illusion optique? Je vois le soleil ici, mais en réalité, il est sous l'horizon, je ne devrais pas le voir. OK, vous avez raison. On s'en moque complètement. Et le problème est que si au niveau astronomique, on sait exactement calculer à chaque des millionièmes de seconde près l'endroit où se trouve le Soleil, l'endroit où on va le voir, dans la mesure où c'est quelque chose qui va dépendre de la pression de l'air à chaque endroit de l'atmosphère. Et ça dépend de cette pression, elle dépend des températures et des gradients de température comme ça dans l'atmosphère. C'est quelque chose qui est imprévisible. Et ce que vous disent, je vais vous lire une phrase en français d'un site très très professionnel de, d'astronomie français. Regardez. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans notre monde ponctué par des horloges atomiques et millimétrés par les GPS, nous ne savons pas prévoir précisément les heures de lever et de coucher de soleil, celles qu'on va voir. Parce qu'on sait exactement où se trouve le soleil, mais celles qu'on va voir, comme je vous dis, vu que ça dépend des températures et tout, quand on vous dira, le coucher du soleil aujourd'hui, c'est à 6h23. Ouais. C'est une certaine moyenne. Ouais. Une certaine moyenne. Où est-ce que normalement on verrait le soleil vu cette réfraction? Mais dans la mesure où cette réfraction, c'est quelque chose d'aléatoire qui va changer en fonction des températures, ouais. Alors il y a une déviation. Et la précision en moyenne, elle est imprécise à 100 secondes. C'est-à-dire que quand on vous dit que c'est à 6h22, c'est pas que ça peut être 6h22 plus 100 secondes, 6h22 moins 100 secondes. C'est qu'en moyenne, on se trompe de 100 secondes, en moyenne, ou de plus ou de moins. 100 secondes, c'est presque 2 minutes, ouais. C'est 1 minute 40. Une déviation d'en moyenne 100 secondes est constatée par rapport aux éphémérides, c'est-à-dire ouais, tous les logs qu'on vous donnera, mais elle peut aller jusqu'à 5 minutes dans les cas les plus extrêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, la déviation qu'il y a entre les temps qui vont vous être donnés par les différents calendriers et
la position du coucher du soleil tel que va le voir l'œil. Ouais, ben, en général, on se trompe. Ils se trompent les calendriers en moyenne de 100 secondes. Vous pouvez me dire, ben, s'ils se trompent de 100 secondes, on a qu'à rétablir de 100 secondes. Non, mais on ne sait pas si 100 secondes de plus ou 100 secondes de moins. Ouais. En moyenne, il vous donne une certaine moyenne. Ouais. Mais si je regarde tous les jours, de combien on s'est trompé, ouais, entre 100 secondes de plus et 100 secondes de moins, c'est la moyenne. Mais les déviations, elles peuvent aller, parce que là, je parlais d'une moyenne de déviation, ouais, jusqu'à 5 minutes. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est en train de parler, ouais, regarde, ouais, bien sûr, on peut faire vite à partir de 24 minutes après le coucher du soleil et tout, 6h23, tac, ok, 00, on peut y aller. On va faire le crash maintenant. On est complètement à côté du truc, parce que de toute façon, à 5 minutes près, on n'y est pas. Alors maintenant, il faut savoir. S'il s'agit d'aller dormir, pas aller dormir, comme je vous ai dit, c'est pas tellement grave. S'il s'agit du Kriyat Shema, ben, le Kriyat Shema, on doit le lire après la sortie des étoiles. Alors, si on va juste d'après le calendrier, et qu'on n'attend pas encore au moins 5 minutes, et ça serait bien, pour lire ça après la sortie des étoiles, à la fin de la tefila, de relire le Kriyat Shema de toute façon. Mais s'il s'agit maintenant du Hefsek Tahara ou d'Adlakat Nerot Shabbat, donc c'est intéressant parce que vous voyez sur les mitzvot de la femme, Chana et Chala, Nerot et Nida, Chala, Nida et Adlakat Nerot, ouais. Il y en a deux, Nida et Adlakat Nerot, qui demandent une grande, grande, grande précision quant au temps. Alors Nida par rapport au Hefsek Tahara et Adlakat Nerot, évidemment, on ne va pas allumer pendant Shabbat, ouais, ni pendant Ben Hashmashot. Et donc, si on joue avec la shkia, on joue avec le feu. Et ceux qui vont se dire, OK, Bob Seder, sans parler de ceux qui rajoutent 4 minutes de Noirzakan, Bifra, c'est complètement fou. Ouais. Mais en réalité, vous savez que normalement, jusqu'à la shkia, on pourrait allumer les nérotes. Ouais. Alors, le Rebbe, dans sa transcription, il écrit que notre minac, c'est 18 minutes avant la shkia. Il y a un autre endroit où le Rabbi il écrit, on a toujours fait attention à ce que ça soit au moins 25 minutes avant la shkia. Mais tout le monde sait que malgré ce Minak Rabat de 18 minutes ou de 25 minutes avant la Shkia, on sait que d'après le din, normalement, on pourrait, même 1 minute avant la Shkia, tout ça fait Shabbat, ça suffirait. Mais ça, c'est quand c'est la Shkia. Mais si je vous dis maintenant, et ça, c'est un grand dévoilement de ce soir, que la Shkia qui vous est donnée par les calendriers, elle ne peut pas être précise à plus de 5 minutes près, alors on comprend qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment pas jouer avec le feu. Et bon, il y avait un autre sujet, mais qui est moins important. On va s'arrêter là, Bézant Hachem, ça fait quand même beaucoup de temps. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Et voilà, voilà. Yaakov a l'air On est là, d'Arco. on est là. On peut poser des questions? Oh, ouais, bien sûr, Israël. C'est Euh, super. Ah, ok, donc bon, pour moi c'était vraiment un grand chidouche cette histoire de 4 minutes pour que Yerushalayim, ça compte pas. Mais quand on parle en fait des 4 minutes de Yerushalayim, c'est par rapport à Yerushalayim, disons la plaine par rapport au Beth Amikdash. Nous, par exemple, on est à Gilo, on est au moins 200 mètres, si c'est pas plus, au-dessus du Beth Amikdash. Comment ça se traduit? Puisqu'en fait, nous, en fait, on est encore plus haut que sur le clou, là, que les 700 mètres, 600 mètres dont on a parlé. Donc, en fait, pour nous, la shkia, la vraie shkia, elle est quand même plus tard que ce qui est convenu d'accepter pour Jérusalem, non? Zednachon. Pas beaucoup plus tard. Je pense pas que c'est à 200 mètres, ouais. Parce que la valeur, comme ça, disons que les 4 minutes, elles correspondent à entre 650 et 700 mètres au-dessus de l'horizon. Ouais. C'est-à-dire encore une Et fois, les 4 minutes, c'est pour quelqu'un qui est dans la plaine et quelqu'un qui est donc au niveau de Yerushalayim, il a 0 minute, en fait. absolument, absolument. Et plus on est plus haut que le, disons, le Arabaït, alors on gagne un petit, quelques secondes, enfin, je sais pas. En réalité, tu as raison. Ouais. Mais c'est pas très, très mashmaouti quand tu vois le dernier Inyan comme ça de l'imprécision en raison de la réfraction qu'il y a dans les louchot. Ouais. Et ça, c'est un truc qui n'est pas tellement connu pas du tout, je dirais même, chez les rabbanim. Alors, il y a des louchot, hein, dans lesquels ils disent faites attention, ne prenez pas toutes ces heures pour argent comptant, prenez
une Au marge. moins 2 minutes. Il y a beaucoup de routes où on nous parle de 2 minutes. Mais d'après ce que je vois ici, ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Donc, pour Hefsek Tara, pour Knesset Shabbat, de toute façon, sans ces 4 minutes. Donc maintenant, la question que tu me poses, c'est pour, disons, 30 secondes de différence. C'est battel dans Négligeable. l'imprécision. C'est négligeable, oui. Mais maintenant, une autre question, en fait. Ce que tu dis, en fait, c'est que, bon, à cause des effets physiques, enfin, de la géophysique, si je peux dire, de l'atmosphère, etc., on ne peut pas savoir où on en est. Mais le calcul a été fait d'après des angles, pas d'après la vision. Donc Non, en fait, non, non. Lorsque les louchot, ils te donnent l'heure de la shkia, ils te parlent pas de l'endroit où se trouve le soleil. Ils te parlent de l'endroit où ton œil est censé le voir. Ils ont pris un angle de 34 minutes, ouais, de différence. Ils ont pris en moyenne ce qui devrait être le coucher du soleil, même à la NASA, quand ils vont te donner l'heure du coucher du soleil, c'est pas l'heure du coucher du soleil astronomique et absolue, c'est l'heure du coucher du soleil à l'œil d'un observateur. Et donc, ils ont pris une certaine moyenne. Ouais. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire oui, qu'ils ont pris oui. ils ont rentré la Mais déviation je comprends. atmosphérique. Justement, alors, étant donné que effectivement les gens de la NASA, ils sont sûrement au courant donc forcément de ce phénomène-là, pourquoi ils font pas carrément pourquoi ils donnent pas carrément le coucher du soleil réel? C'est-à-dire, Non, parce que ça, c'est aléatoire. Ils te donnent ils te donnent la précision la plus grande qui est possible. Mais on te dit, il y a une stia teken. On te non, non, mais dit, tu cela, comprends? mais ce qui est aléatoire, c'est ce que l'œil voit à cause donc des phénomènes optiques. Mais Non. la position angulaire exacte du soleil. Encore une fois, il se peut que, comme tu dis, que les astronomes ils prennent le milieu du Soleil, disons, on peut traduire de façon Non. exacte avec l'extrémité. Israël, j'ai compris ta question. Regarde, il y a 4 points. D'abord, le fait que ce soit le milieu du soleil ou pas le milieu du soleil, Ah, ça, c'est une peu importe. question Oui, oui, d'accord, c'est une d'accord. question qui est traitée. Dans les louchotes, on prend ça en compte. Ouais, Hmm. c'est une question référentielle. C'est pas un problème, c'est pris en Ah, compte. ouais, OK. d'accord. Maintenant, la position exacte du soleil et les astronomes et la halakha, ça n'intéresse pas tellement parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on va voir le coucher du soleil. Donc, cette chose-là, qui est la position exacte, les astronomes, ils savent exactement te la dire. Ouais. Mais eux, ce qu'ils vont ils peuvent te la dire, ils te la donnent aussi. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une autre donnée qu'ils nous donnent. C'est en rajoutant la déviation atmosphérique moyenne. Ouais. Donc, ils vont nous donner une autre donnée qui est celle qui nous intéresse, pas où se trouve le soleil, mais où est-ce que ton œil va voir la shkia. Quand est-ce que ton œil va voir la shkia? Or, quand ils ont rajouté cette moyenne de déviation due à la réfraction atmosphérique de 34 minutes d'angle, cette chose-là, elle est aléatoire parce que c'est pas quelque chose qui est constant. C'est ça que je veux dire. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est justement la question, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est aléatoire et qu'en fait, l'œil trompe, puisque un jour, il y aura, comme tu dis, il y aura je sais pas, moi, de l'humidité en hiver, en été, il y aura peut-être moins d'humidité, il y Alors, aura qu'est-ce de que, la alors, qu'est-ce que pollution. tu proposes de faire? Il y a rien de possible parce que tu n'as Non, aucune possibilité de savoir exactement quand sera l'âge qui à ton œil. Ce qui t'intéresse, c'est justement ça. C'est pas l'âge qui absolu qui nous intéresse. Tu es d'accord avec moi? C'est l'âge que tu vas non. voir. Mais l'âge que tu vas Pourquoi? voir, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi on fixerait pas d'après la. Justement, Yann comme on dit, avec donc tous ces problèmes de. Ces réachimes qu'on rajoute avec donc des choses aléatoires du climat, Non, parce que le etc. Benjamin, mais ce qui nous intéresse dans la halakha, arrête, Ah, la halakha, elle n'était pas censée donner des louchot. La halakha, les louchot, c'est quelque chose d'assez nouveau, ok, qui dure, je sais pas, 150 ans. Ouais. Mais avant, les gens, ils sortaient et puis ils regardaient le coucher du soleil. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va voir nous. C'est un peu comme à Kodesh Zelachem, lo bashamayim hi. C'est le cas de le dire. Ouais. Et donc, où se trouve le soleil réellement? Sans parler birla, je voulais pas embrouiller, mais il y a autre chose. C'est là maintenant, toi évidemment tu vas comprendre, ouais. Mais en réalité, si tu parles d'où se trouve le soleil birlal, même quand tu prends la position exacte du soleil sans la réfraction, même à cause des ça, 8 minutes, à cause des 8 minutes. même ça, c'est birlal décalé de 8 minutes en plus. À Donc, cause des 8 minutes, d'accord, d'accord, d'accord. Non, c'est clair.
Mais en réalité, les 8 minutes, elles ne nous intéressent pas. Et ce qu'il y a sans la réfraction atmosphérique, elle ne nous intéresse pas non plus. Ouais. Ce qui est absolu, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que nous, on va voir la shkia. C'est Ben, ça qui va dire que c'est que c'est de l'entrée de Shabbat. non, C'est ça qui va dire que je fais Ifsek Tahara. à- à- Or, pardon, je m'excuse. À ce moment-là, ils auraient dû donner dans les louchot le. la stia. Donc, non, non, là, si on ne peut pas savoir, mais disons, de l'endroit absolu qui est vrai, avec le maximum de stia qui peut exister. Bon, c'est sûr, il y a toujours des cas d'être extrêmes, excusez-moi, de tempête, de machin, j'en sais rien. Et pour donner, si tu veux, une espèce de maximum, pour être sûr qu'à ce moment-là. 2 minutes, 2 minutes. Et Israël, tu comprends que quand il s'agit d'heures de Shkia et de Tete Kochavim, il n'y a pas de Khumra ou de Kula. Parce que quand tu as un bébé qui est né après Tete Kochavim, et il y a beaucoup de nafkaminot ou avant, ouais. Donc, en essayant de faire ça plus tard ou plus tôt, dans certains sujets, tu vas être marqué, dans certains sujets, tu seras Mekel. Ouais. Mhm. Donc, la seule possibilité dans un truc comme ça, c'est de te dire, sache, la valeur moyenne, elle est comme ça. C'est d'ailleurs ce que je fais dans le cours ici. Je te dis, sache, c'est vrai ce qui est marqué dans les Luchot, ouais, mais c'est une valeur moyenne avec une certaine stia, une certaine imprécision, plus, moins, 5 minutes. C'est tout. Mais seulement, on oublie de nous dire que c'est plus, moins 5 minutes. C'est quoi la Inyan? On peut, Ça on peut va. pas donner autre chose. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que chacun doit traduire le Loar forcément, pour chaque chose, pour la Kadnerot de Shabbat, au moins 5 minutes plutôt que le truc du Loar. Absolument, absolument. Alors, évidemment, quand on prend les 20 minutes des calendriers ou les 40 minutes à Jérusalem, tous ces trucs-là, on s'en moque un peu parce que il faut savoir la halakha de base. La halakha de base, c'est que Tosefet Shabbat avant la Shkia, hein, c'est même quelques secondes au niveau de la halakha de base. Ouais. Mhm. Donc, quelqu'un qui fait Notre attention roman, oui. à ce que dit le Rebbe de faire 18 minutes avant la Shkia ou 25 minutes, c'est-à-dire, ces 5 minutes, elles sont à l'intérieur, c'est pas grave. Mais ceux qui font les Chachamim et qui jouent avec le feu, ils savent Après qu'ils ont Mashma. ils ont jusqu'à la Shkia, là, c'est fou. Tu comprends? Et pour le Nous, ça Sektara, nous est c'est encore arrivé plus. plusieurs fois d'allumer la shkia, ben, mec, je vous en Ken, prie, ken, ken, nachon, nachon. des fois, non, c'est bon à savoir. Et il y a aussi une question, tu parlais souvent, enfin, depuis le début même, des angles, tu peux définir, tu peux faire un croquis de quel angle tu parles, en fait? C'est du centre, c'est Ken. X minutes en dessous de l'horizon, tu peux dessiner l'angle en question? Regarde, De quel regarde, angle tu parles? je peux te le dessiner par des mots. Ouais. Tu te trouves, toi, sur le cadeau Non, arrête, pourquoi pas, tout, pas un papier, juste tu fais un petit dessin, les ronds, tu nous montres l'angle, bon? ok, tout de suite. Un dessin vaut mieux que des 1000 mots. C'est là. Tant que tu dessines, je ne sais pas si ça intéresse le Thibault, mais une fois j'étais dans l'Arizona, à Tucson, il y avait un minyan Satmar, c'était écrit là-bas dans l'Archoul, Erev Shabbat, Mincha, 3/4 d'heure après la Shkia. Donc לאור מה שאני, יש שם מה לשמוח בכל אופן, אבל זה קצת מפתיע, כן? Ouais, ça te marche, ça passe au mur. Ouais. Eh, eh, Oh, ouais, est-ce que vous voyez là? Vous voyez quelque chose? ah, donc c'est ça, oui. Donc, en fait, d'accord, d'accord. Donc, c'est entre la tangente de l'observateur et la tangente du soleil, c'est ça l'angle en question. D'accord, ok. D'accord. C'est D'accord. pas. Ok. C'est clair. Tov. Et, mais, Rabbi Israël, je t'enverrai le link. Quelqu'un, Tu montreras. j'ai demandé à Rouven, hein, parce que malheureusement, je n'ai pas pu être enfin, au Kinous, peu importe pour la raison. Et j'ai demandé s'il y avait Zoom. Il n'y avait pas Zoom, mais bon, Simran. Non, 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 mais on a pris le film. Le Inyan, il est comme ça. Le Inyan, ça a été filmé, ça a duré 1 heure et demie. Et après, on s'est aperçu que les 20 premières minutes, ça a filmé sans enregistrer. Alors, le lendemain, je suis retourné, C'est-à-dire, sans la parole, tu veux dire? sans la parole, mais le lendemain, je suis retourné avec Elian Mordechai, avec tout le truc, et j'ai refilmé les 20 premières minutes. Tu as enregistré, tu veux dire, la parole. Non? Non, 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 j'ai refilmé comme si je donnais le cours, Ah, avec, carrément. au même Avec la endroit, devant parole. la parouchette et tout.
Et, et j'ai une fille qui doit faire le montage et le mettre sur YouTube dans les jours qui viennent. Attention. Waouh, c'est ממש, Non, non, mais c'est très uni, c'est très intéressant. Je t'enverrai le ממש, lien. ממש, ממש. Mais bon, la question que je pose maintenant, fait bon, tous ces calendriers qu'on voit, effectivement, où ils te donnent en Nouvelle-Zélande et compagnie, sur quoi ils se basent? Donc, sur les données de la NASA, comment ils font pour. C'est Rabbani qui ont fait tout ça, donc c'est quand même. Comme tu dis, il y a 150 ans, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui pour savoir les temps entre. Tu- Comment c'est possible? Comment ils ont fait ça? Comment. je vais te dire au niveau mathématique, ouais, ce Yachad Mikandia, si tu te rappelles, il y a quelques mois, je t'ai demandé qu'on s'assoie sur la trigonométrie. לא עיינתי Ouais. בזה, אני מודה, כן. Ken. Aval Tachles, c'est un peu comme si tu me disais, bah, avant qu'il y ait les calculatrices, comment calculer les logarithmes? Bah, tu te rappelles, quand tu étais en seconde, tu avais des tables de logarithmes. Ouais, c'est la même chose. Non, Ça calcule- tu peux les il y faire. avait déjà enfin, des kelim là-dessus Ouais, sur ouais, ouais, le. bah, tu regardes dans ce livre, Ma'in Khatoum, et le Admour Azaken, comme ça, il est mafné, comme ça, c'est un livre, je l'ai imprimé de Hebrew Books, c'est Mératech, mais c'est vraiment un livre de mathématiques, de trigonométrie cadorite. Et dans le livre, il y a un livre comme ça qui s'appelle Balatania. Et il y a un ispar à la fin, Simat Ain. Et il te démontre que le Admour Azaken, il était expert en trigonométrie sphérique, quoi. C'est un Non, truc. c'est Ayom Yom et Fourash. Ken, mais disons, Le rabbi, il dit pas très sphérique, mais il parle de Trunot Azev, où il y a Enfin, ça. Ou à ça. Kiddush HaChodesh, quoi, ce ah, wow. Tu vois, il y a un truc qui me fait toujours bondir, c'est que dans chez Chabad, bon, Baruch Hashem, il y a Blainara, une inflation de feuillets hein, toutes les semaines, à Géoula, à ceci, cela, et Living Jewish, et la Sierra de la Chemelle. Et il y a deux kitotes. C'est marrant, c'est aiguë, c'est-à-dire que tu vois, le mandat de la CA, il y a 5 minutes d'écart entre les deux. C'est-à-dire que c'est un temps et l'autre, c'est un temps plus 5 ou un temps moins 5. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment deux gvutzot, pour deux écoles. Jérusalem ou Birlal? À vrai dire, je regarde sur Jérusalem, mais j'imagine que c'est cohérent partout. Donc, et non, ce que je voulais dire, c'est que, bon d'abord, on voit que ces mi-temps, en fait, d'après ce que tu dis, c'est vraiment Batel, puisque c'est pratiquement en fait toute la marge d'erreur avec tout ce que tu as raconté. Donc, c'est pas. Mais d'un autre côté, je veux dire, pour le maritime, je pense qu'il faudrait que Rabat au moins soit au diapason. C'est bizarre que quelqu'un qui lit la Syrah en français, il voit Shabbat 4h05 et qu'il est en anglais 4h10 ou le contraire. Tu vois. Rabbi Israël, tu sais qu'il y a chez les rabbinés Chabad 6 chitotes différentes. Comment comprendre l'Admorazaken par rapport au temps entre Hamoud al-Shachar et la Zricha? Ken. Il y a 72 minutes, il y a même 76, j'en ai pas parlé, 90, 96, 120, tout existe. Et même sur les choses maniotes, qui disent bon, qui sont pas correctes. Mais tu vois que la Nourazakan dans le Tanya, il écrit à propos des pédalettes taniotes, qu'en hiver, non, pardon, il dit pas en hiver, il dit que shalosh shaot lifnei azricha, c'est madim. Je vais te dire plus que ça. Si tu regardes dans les vieilles éditions du Shulchan Aruch Admorazaken, Siman Resh Samech Aleph, à la fin, le Admorazaken, il a une grande daga. Et dans la grande daga, tu vois, il te dit que le Nechef, enfin, d'après ce qu'il te dit, il te dit c'est 2 heures et demie en hiver, 1 heure et demie au printemps et en été, à peu près 1 heure de 2 heures et demie en été, 1 heure et demie au printemps et en automne, et à peu près 1 heure en hiver. Tu vois que le Hadmour Zaken, il va d'après le Minchat Cohen, mais il est complètement revenu là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que cette guicha-là du Hadmour Zaken, elle existait. Ouais. Jusqu'à ce que dans ce Seder Achnasat Shabbat, il revient complètement de cette guicha. Donc on peut retrouver dans le Shulchan Aruch Admor Zaken et des Inyanim où il va parler de Shot Mizmaniot pour l'Amoud HaShachar. Ça c'est vrai jusqu'à le Mahamar qu'il a écrit dans le Sidour. D'après le Mahamar dans le Seder Achnasat Shabbat, c'est une autre guicha complètement. Non, pardon, la question que je me posais, c'est comment il disait, en fait, 3 heures. 3 heures c'est quel chita, ça? 3 heures avant
C'est-à-dire que de là, machma, tu apprends que Malot HaShachar, c'est Shalosh Shaot Ifnei Zricha. Il y a plusieurs mamarim écrits là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles le Grachnae, lui, il va sur les 120 minutes. Ouais. Et, mais beaucoup disent que c'est ils parlent d'un endroit qui sont, parce que là, maintenant, on a parlé de Eretz Israël aux différents moments de l'année. Mais comme on a dit, ces angles-là, et ils sont traduits par des temps beaucoup plus grands au fur et à mesure que tu t'éloignes Tu t'éloignes de l'équateur. de l'équateur. Ouais. Donc, et il y a certains endroits au nord où effectivement, c'est les trucs auxquels on arrive. Mais top, il y a beaucoup d'encre qui a été écrite là-dessus, qui a été versée là-dessus. Top, Nahmod pour Bezrat Hashem. כן. אבל אתה יודע, סליחה, אולי כדאי להודיע לקהילה, אני אומר לך, הדבר הזה, זה די מהפכני, לי לפחות, די מהפכני וכל כך מתקבל, זאת אומרת, לפי הסיפור של הטובות הפיזיות, כן, של להזהיר, להגיד, חברים, אולי עדיף שלפני, לא יודע, יותר מחמש דקות לפני זמן ההדלקה, לא לגעת בזה. יכול להיות שתשמע, זה לא פשוט, זה בכל אופן... Je vais te dire, une des raisons du Kiddush Torah, c'était vraiment de faire passer ce lien-là. אבל הנה חינמי. איך אנשים יגיבו, הם לא קפצו על המקום? כן, כן, לגמרי. כן, על עצמי שזה היה שוק לגרד זיטואל. כן, כן, כן. טוב, יישר כוח, תודה רבה. בשורות טובות, להתראות, שלום, שלום. תודה רבה, רב. Merci beaucoup, Rav Sila. Merci beaucoup, Rav Jean. Rev Tov. ערב טוב.